You want Philly, Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast spécial Eagles de Philadelphie, Fly Podcast Fly. On est évidemment avec Victor Roulier. Salut Victor. Salut Grégory. Et avec Loïc qui s'occupe, je le précise également, parce que Victor est sur Touch John Actu, qui s'occupe des Eagles sur Twitter. Salut Loïc. Salut Grégory, salut Victor. Bon les gars, on a déjà 3 podcasts à notre actif. On profite de ce confinement pour avancer pendant la morte saison. Morte saison sportive, pas du tout inactive. Au contraire, il y a eu la draft. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut commencer par ça. Ça a été un record en télévision. Hein. Ça a été un score énormément important, très très important. La draft a été énormément suivie par les téléspectateurs. Évidemment, on regarde plus la télé aussi en France. Ils regardent plus la télé également aux États-Unis. Les écrans sont les grands gagnants. Ils sont en manque de sport, c'est pour ça qu'ils activent de manière encore plus importante que nous. Et bon, on n'a pas peut-être pas la même vision aussi de ce qu'il faudrait faire. Ça, c'était pour la draft. Nous, on en a parlé, la draft des Eagles, avec les 3 premiers choix, et ça a été haut en couleur, défendu avec des arguments les uns et les autres, notamment sur ce bon Jalen Hurts. Ça va être intéressant à suivre pendant la saison. Là, on va s'intéresser à l'autre partie de la draft, celle qui fait peut-être davantage plaisir à mes 2 camarades de jeu, Loïc et Victor, celle qui les a presque réconciliés avec Howie Roseman. Je m'avance peut-être un peu, on verra bien ce qu'ils en pensent. Il y a eu beaucoup de choix des Eagles. On va commencer par ça, tiens, avant de détailler chaque joueur. Victor, j'aimerais qu'on s'intéresse historiquement au fait que les Eagles ont souvent eu des joueurs, mais pas autant que d'autres franchises, alors que là, il y a eu beaucoup de joueurs draftés. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de choix de draft qui ont finalement été obtenus. On avait commencé avec un total théorique de 10 choix, ce qui est absolument énorme par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années. On en a sacrifié 2, entre guillemets, mais un sacrifice utile pour Darius Slay. Et on a finalement opté pour une stratégie que personnellement j'aime beaucoup, qui a été de multiplier les pics en fin de draft, quitte à reculer un peu, en se disant qu'en fin de draft, finalement, entre 190 et 210, il n'y a pas une différence aussi importante qu'on peut l'avoir, évidemment, entre le choix numéro 1 et le choix numéro 20. Voilà pour cette introduction et ce nombre de joueurs qui a failli être record. En plus, il y a eu pas mal de mouvements. Justement, maintenant, on s'intéresse à cette draft et donc à nos picks suivants. C'était au tour numéro 4, la 127e position pour Kevin Wallace de l'université de Clemson. C'est un safety. Victor, il a un truc que t'aimes bien. Il est polyvalent, ce garçon. C'est ça, je vais pas me répéter après le laïus que j'avais fait sur McKinney lors de notre épisode 2, mais c'est vrai qu'on avait besoin d'un joueur qui prenne un peu le rôle de Malcolm Jenkins. C'est-à-dire quelqu'un qui peut s'aligner en slot cornerback, qui peut s'aligner en safety, qui peut s'aligner en linebacker dans la boîte. Donc vraiment une boîte à outils. On l'a. Avec Kevin Wallace, c'est peut-être moins une certitude que McKinney au niveau du talent pur, mais c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur de Clemson qui a été un peu éclipsé par Isaiah Simmons, qui était vraiment la star que tous les recruteurs voulaient regarder. C'est ce que j'aime chez ce joueur, il est athlétique. On va y revenir dans cette draft, ça a été clairement un leitmotiv. Les joueurs choisis sont quasiment tous extrêmement athlétiques. On peut même dire que le physique a primé sur la production statistique en université, ce qui est un peu un changement de mentalité pour les Eagles. Donc, Kevin Wallace, il est athlétique. Il a progressé en 2019. C'est un joueur discipliné. Ça a l'air d'être un travailleur. Il est plutôt bon dans des systèmes sub-package, donc dans des systèmes qui sont assez des systèmes défensifs qu'on utilise beaucoup avec Jim Schwartz. Donc je pense qu'il va tout de suite être dans le moule, il va prendre la place de Jenkins. Potentiellement, il va être titulaire s'il donne satisfaction, et vraiment, je pense qu'il a une vraie carte à jouer. Après, il a 2 défauts
Le premier, c'est la qualité de plaquage. Il va falloir travailler là-dessus parce qu'on est suffisamment traumatisé par le plaquage manqué. Et la deuxième, c'est que c'est pas un joueur de défense profonde. Donc là, finalement, on a beaucoup de safety, mais on n'en a qu'un seul qui peut défendre la défense profonde, c'est McLeod, et encore, c'est pas sa spécialité. Donc il va falloir faire attention à pas continuer à se prendre des passes de 60 yards toutes les semaines. Mais globalement, c'est un bon renfort, et potentiellement, c'est un titulaire dès la première saison. C'est un beau bébé, hein. On est sur quelqu'un, comme tu l'as dit, qui va envoyer du bois. Loïc, on va passer toujours au pick 145 de cette draft, toujours en quatrième tour. Parce il y en avait pas mal, il y en a un qui a été échangé, on y reviendra. C'est Jack Driscoll de l'université d'Auburn. Est-ce que pour toi déjà c'est une surprise de le voir drafté dans le quatrième choix des Eagles dans cette draft, ou est-ce qu'il correspond à peu près au niveau où tu l'attendais? Disons qu'il a le profil, puisque à la fac, bah, comme Victor l'a dit avant, c'est un profil athlétique. Bon, en fait, comme tous les joueurs, le joueur qui a le profil le moins athlétique en termes de score, je crois que c'est notre premier tour, Rigor, et quand tu le vois sur le terrain, bah, c'est déjà très athlétique. Donc, Après, pour ce qui concerne le joueur, c'est un joueur qui a joué en tant que tackle et guard à la fac. Ils l'ont même testé aussi à l'entraînement en tant que centre. Donc, je pense que le but, ça va être qu'il soit le nouveau Big V, qu'il soit un peu le backup sur plusieurs positions. De toute façon, ça sera comme ça qu'il fera le roster, hein. Quand tu peux dépanner sur de multiples positions, bah, ta valeur elle augmente. Donc moi, de ce que j'ai pu voir, c'est un joueur qui est techniquement bon, mais qui va devoir se développer physiquement. Et c'est vrai que c'est la polyvalence du joueur qui fait écho aussi à Wallace, c'est aussi une chose qu'on peut mettre en avant sur la draft des Eagles. On avait beaucoup de besoins et finalement, sur beaucoup de picks, on a choisi des joueurs qui peuvent évoluer sur 2 ou 3 postes, ce qui permet pas forcément d'avoir un titulaire première année ou même deuxième année, mais d'avoir un joueur qui peut être un numéro 2 correct sur 2 ou 3 postes. Donc forcément, ce genre de profil, c'est assez recherché en fin de draft, puisque c'est ce qui permet finalement dans un effectif de 53 d'avoir vraiment 1, 2 solutions de secours à chaque poste. Et je reviens avec mon ADN des Eagles, c'est aussi dans l'histoire en ce moment défensive de notre équipe, avec beaucoup de joueurs en attaque et en défense sur les lignes qui peuvent alterner, qui peuvent bouger, qui peuvent épuiser l'adversaire et être un peu plus frais, en tout cas en ce qui concerne les titulaires en quatrième quart-temps. Je veux dire, tout ça est mûrement réfléchi. Quelle note vous mettez? Ouais, dans les lignes. Quelle note vous mettez en un mot? A, B, B-, sur ce quatrième tour, Loïc? Plutôt B+, ouais, pour Wallace, qui peut devenir titulaire assez rapidement, vu que Mills et Parks ont un deal d'1 an. Donc s'il ne devient pas titulaire au cours de la saison, dès l'année prochaine, lui, il peut prendre la place. Oui, je suis assez d'accord avec B+. J'aurais vu Driscoll peut-être un peu plus bas, ce qui m'empêche de mettre A, mais ça reste pas déconnant du tout. Le cinquième tour avec le 168e choix de la draft. Et alors, on parlait dans les 2 premiers podcasts d'un besoin de receveur. Alors, il y a eu Reagor, on en a parlé longuement dans l'épisode 3, que je vous invite à écouter si ça n'a pas encore été fait, que vous le faites dans le désordre comme les Star Wars. Là, c'est John Hightower qui a été choisi. Alors déjà, il a un nom de vedette hollywoodienne. Il est de Boise State. Victor, comme d'habitude, je veux bien que tu nous le présentes en quelques mots, parce que je sais quand même que tu as une connaissance profonde des joueurs draftés, Loïc aussi. C'est quelqu'un que tu voyais à ce niveau-là ou pas? Avant que j'en parle un petit peu. Alors, honnêtement, ça fait partie des joueurs. Boise State, j'avais surtout regardé la défense. Honnêtement, je connaissais de nom, mais j'avais plus en tête ses actions. Donc c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai lu un peu des avis. On a tous tapé son nom Ah bah, et regardé YouTube. de toute façon, on peut pas connaître 250 joueurs, donc à un moment, il y en a qui passent à côté. Et c'est vrai que Hightower, en fait, il est assez simple à décrire. Il est ultra athlétique, ça surprend plus personne. Il est ultra rapide, vraiment excellente vitesse. Il est efficace une fois qu'il a le ballon en main. Mais après, c'est pas un joueur qui va se battre avec le défenseur pour réussir la réception contestée. Il va pas imposer son physique. Donc c'est vraiment un joueur qu'on peut utiliser avec parcimonie sur quelques actions dans le match, mais alors, par contre, c'est un big play. C'est-à-dire que lui, s'il fait
une réception, elle sera pas de 4 yards, elle sera pas de 5 yards, elle sera de 30, de 40, de 50, de 60. Et une fois qu'il aura dépassé son défenseur, bonne chance pour le rattraper. Donc, bien utilisé, il peut être vraiment intéressant. Et cerise sur le gâteau, pour moi, c'est de facto mon favori pour le retour des coups de pied. En tout cas, le retour des kick-offs, parce que sur les punts, peut-être Igor, par exemple, serait meilleur, mais sur les retours des kick-offs, clairement, ce joueur-là me plaît. Il y a un petit côté, moi je trouve, alors pareil, hein, je ne le maîtrisais pas du tout, je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé les vidéos, je me suis renseigné, j'ai écouté les chaînes américaines, les consultants, les insiders. J'ai essayé de me faire mon avis, on en a parlé tous les trois aussi longuement. Je trouve qu'il a un petit côté, alors attention, hein, toute proportion gardée, hein, DeSean Jackson, c'est-à-dire qu'il a ce côté, il va avoir le ballon et tu sais pas ce qui va se passer. Moi j'aime ces mecs-là qui sont électriques. Ça sera sans doute peut-être pas un pro bowler aujourd'hui ou même un jour. Mais par contre, comme tu l'as dit, il y a un moment, ce mec-là va nous coller des frissons devant l'écran quand on va les supporter. Parce qu'on sait qu'il va être capable de réceptionner des ballons. Parce que, je sais pas si tu l'as dit, mais il a de bonnes mains. Moi, je trouve qu'il a de bonnes mains. C'est pas quelqu'un qui drop énormément. En tout cas, ses stats ne vont pas dans ce sens-là. Et donc, si il est, allez, à 35 yards de moyenne à la fin d'un match, mais parce qu'il y en a eu deux de très très longs, de très longues. Moi, j'aime bien ce profil-là parce que c'est lui qui va mettre la pagaille dans la défense adverse. Et je trouve que rajouter une option de panique dans la tête des adversaires, c'est toujours bien. À la fin, on savait un peu comment ça allait jouer du côté des Eagles. Et quand on a sorti des joueurs de nulle part, bah d'un coup, les mecs savaient plus trop ce qui pouvait se passer. Alors si en plus tu rajoutes du talent, je trouve que arme offensive, plus arme offensive, plus arme offensive, bien coachée, avec des surprises, et c'était le cas déjà pour Hurts hier, vous avez entendu mon avis, bah ça va être sexy. Voilà, et je trouve que ce mec-là, je vais vous le dire, il est électrique et sexy. Je suis optimiste, hein, Loïc, je te vois rigoler. Ah non, non, je suis d'accord avec toi, mais faut juste tempérer ses attentes. C'est un joueur qui peut contribuer, comme vous avez dit, et faut pas attendre à ce que ça soit un titulaire et une star de la Non. ligue. Il peut nous apporter quelques actions par match et C'est ça, s'il fait un ou deux retours intéressants et une réception pour 25 yards à tous les matchs, pour un cinquième tour première année, moi ça me va, hein. T'as vu comment t'es? Je dis à 35, tu vas balancer un 25. T'es horrible, Victor. Toujours à chipoter sur 10 yards. Tu vois Non, que, non, je mais, suis un non, peu mais plus non, tout ça, mais, raisonnable que toi. non, non, mais oui, mais moi je suis le bon, n'oublie pas, hein, là-dedans vous êtes la brute et le truand, c'est normal. Il y a eu des transitions, on va parler de Will Roseman parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'épisode 3. Vous avez dit tout le mal que vous avez pensé de lui. J'ai essayé de calmer un petit peu le jeu. Il y a eu des trades, hein. Il y a eu 4 trades qui ont transformé ce dernier pick du 4e tour en un 6e et un 3e choix du 6e tour, un choix du 7e tour, un choix du 5e tour. 2021, ce sera avec nos copains les Cowboys. Et puis Marquise Goodwin, le wide receiver des 49ers, évidemment déjà dans la NFL, qui sont arrivés. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé parce que nous on suivait la draft ensemble et quand on voyait les on the clock, d'un coup on voyait une autre équipe, on fait hop 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 papa où il a tradé, qu'est-ce qui se passe, on essayait de comprendre. Là pour le coup on va parler de Will Roseman quelques minutes. J'ai bien aimé cette stratégie, Loïc. ouais, bah on en a parlé avec Victor un peu avant où on se demandait justement s'il fallait pas échanger un des. Parce qu'on avait deux choix consécutifs au quatrième tour. Donc on se demandait s'il fallait pas en utiliser un pour accumuler le plus de pics possible et en fait prendre le plus de chances possible dans la draft en espérant que un fasse mouche. Parce qu'on arrive à un point dans la draft où le taux de réussite est très faible, donc Ouais. autant accumuler les chances. Donc moi je trouve qu'il a fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire faire des trades à tout va et trouver la bonne valeur sur les trades. Là par Là, on exemple, s'est pas fait arnaquer. T'as pas l'impression que c'est non, sous-coté, sur-coté. On est dans des valeurs non, non, logiques et même plutôt par bien jouées, exemple quoi. Goodwin c'est un échange de pics où on recule de 20 places et au final le joueur accepte de réduire son salaire de 4 millions à 1,3 million, c'est quasiment le minimum. Donc au final ça coûte rien de tenter ce joueur-là. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de récupérer un choix du cinquième tour 2021, puisqu'il a déjà utilisé le quatrième tour pour recruter un joueur en octobre dernier. Donc ça permet de récupérer un choix en plus. Et ouais, non, j'ai bien aimé la stratégie du troisième jour. Vraiment accumuler les chances. Pour vous dire que sur Marquis Goodwin, on reviendra sur lui tout à l'heure, mais l'essentiel a été dit, hein. Il est gratos en gros, hein.
C'est dire que c'est un joueur qui va rien nous coûter. Ça marche, c'est tout bonus. Ça marche pas, bah, c'est pas grave. Next. Mais on y reviendra tout à l'heure. On poursuit la remontée de la draft avec Sean Bradley. Alors, oh là là, Victor, encore un sourire. Il est linebacker. Vous vous rendez compte? Encore un linebacker pour les Eagles. Mais c'est incroyable. Que se passe-t-il dans cet ADN? Temple, 6e tour, choix 196. Bon, là, ce linebacker-là, j'arrive, hein, Victor, pour en parler de linebacker, mais je sais que Loïc avait envie d'en dire 2-3 mots parce que j'ai vu beaucoup de smiley dans notre conversation sur Sean Bradley. Je voudrais savoir ce que tu en pensais, il faut que tout le monde sache. Bah, je pense que ça peut être un très bon joueur de special team. Après, je vais pas vous mentir, la vidéo que j'ai vue de lui en défense m'a pas beaucoup plu. Parce que c'est un joueur qui est petit, il était aligné en middle linebacker. Il était undersized et il avait beaucoup de mal à sortir des blocs. C'est-à-dire que dès qu'un lineman offensif mettait les mains sur lui, bah, c'était terminé. Il était plus dans l'action. C'est pas rassurant, ça. Non, c'est pas rassurant. C'est un profil Pas très bien très bien. athlétique. Et c'est vrai que est-ce qu'il fallait vraiment prendre un joueur comme ça alors qu'on en a deux trois déjà dans le roster? Je sais pas, mais après c'est qu'un sixième choix de draft, un fin de sixième choix d'ailleurs, donc On sait pas si ça ouais, peut on marcher, quoi. verra bien. C'est un coup de poker, un peu, Oui, on Victor. verra bien. C'est une chance comme une autre sur un joueur très athlétique. Oui, je dois avouer que c'est peut-être le choix sur lequel je suis le moins convaincu de ce troisième jour. C'est un joueur, ça fait 3 ans qu'il est titulaire à Temple. Bon, après, du coup, ça veut dire que c'est un joueur maison. Il habite sûrement déjà à Philadelphie. Et il sera pas perturbé, ne serait-ce qu'avec toute cette intersaison un peu compliquée. Il a pas à déménager. Il a déjà ses repères. Ça peut être intéressant. C'est pas physiquement un monstre. C'est pas une vitesse incroyable, même s'il est correct. Après, voilà, techniquement, il a l'air de plaquer plutôt correctement. On espère juste qu'il contribuera au niveau où on l'attend, c'est-à-dire en special team et éventuellement de temps en temps un snap ou deux. Mais c'est sûr que il n'a pas le potentiel pour être titulaire aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui. Ouais, on prend pas de risque, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui, soit ça marche, une fois de plus, comme vous l'avez dit. Faut toujours recadrer hein, une draft. Et on l'a déjà fait 2-3 fois, mais vous avez raison. Vous avez prononcé le mot de Paris. Plus tu avances dans les profondeurs, tu t'enfonces en tout cas dans les profondeurs de la draft, moins tu as de chances de trouver non seulement un vrai joueur NFL, un titulaire. Donc, bah, plus tu as de choix, plus tu peux tomber sur la perle rare à un moment ou un autre. Et d'ailleurs, il me semble qu'on l'a peut-être. Je vous tease pour tout à l'heure parce qu'il est possible qu'on ait fait le style de cette draft. On va y venir et c'est encore plus loin que Sean Bradley. Pour le moment, on va s'intéresser à Quez Watkins. Encore un wide receiver. Mais c'est pas possible. Mais dites-moi les gars, linebacker wide receiver, c'était l'idée, c'était l'option. Alors c'est vrai, on l'a dit, hein, il y avait un besoin de wide receiver. Évidemment attendu sur le choix 21, on va pas se mentir, c'était évidemment la priorité des priorités de choper un gros receveur parce qu'il y a une draft exceptionnelle, c'est bon de le rappeler. Il y avait un nombre de wide receivers potentiellement NFL compatibles. Alors dites-moi hein, si je m'enflamme un peu, parce que vous avez peur que je m'enflamme, mais sans doute autour de la quinzaine. Voilà, des gars qui peuvent espérer faire une vraie carrière NFL ou en tout cas envisager un deuxième contrat après leur contrat de rookie. Vous êtes d'accord sur ça rapidement? On est d'accord que c'est une draft exceptionnelle? Oui, 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 en qualité et en quantité, c'était exceptionnel pour les receveurs, oui. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais de Hightower en nous disant qu'il était rapide. Je rajoutais explosif. Il pouvait faire du mal. Big play. Voilà, un playmaker, quelqu'un qui va surprendre, qui va faire du mal par des pics et des profondeurs assez intéressantes, en tout cas, si jamais il est bien lancé. Là, c'est un peu l'inverse parce que tu trouvais qu'Hightower, Victor, avait du mal dans le combat. Il avait du mal peut-être à aller chercher les ballons. En tout cas, il fallait qu'il arrive à se libérer de son corner. Et une fois qu'il était lancé, bah merci, bisous, bonsoir. C'est touchdown si a priori il n'y a pas d'obstacle. Là, c'est un peu l'inverse. Alors, j'exagère, hein, je force le trait avec Watkins de Southern Miss, le 200e pick, un 6e tour, pareil, un peu de profondeur. C'est un garçon qui, lui, va plus au combat, est plus accrocheur. Moi, sur les vidéos que j'ai vues, je trouve que c'est quelqu'un qui... alors, il n'a pas l'élégance, le mot est peut-être un peu mal choisi, de Hightower. En tout cas, c'est ce côté félin, tu vois, si on veut le comparer. Mais c'est quelqu'un, moi j'aime bien ce profil-là, parce que c'est pas le cas de nos deux premiers choix, qui va aller au contact, qui va pas avoir peur d'aller récupérer un ballon, et qui peut aider également en special team. Quez Watkins, je trouve que dans la chronologie de nos choix de wide receiver,
c'est quelqu'un qui fait sens. Comme tu dis, c'est un joueur qui est beaucoup plus habile dans le trafic. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il arrive à bien se débrouiller à faire sa place avec les défenseurs. On le voit qu'il pousse un peu son défenseur pour faire sa place, mais il le pousse pas trop pour éviter de prendre un flag. Du coup, ça lui permet de faire sa place et il a la concentration et les mains pour attraper le ballon. Donc, ouais, ça c'est pas mal parce que l'un des défauts des receveurs recrutés, c'est qu'ils ont une petite taille forcément, comparé à d'autres comme J.J. Arcega-Whiteside ou Alshon Jeffrey. Lui, il arrive à se débrouiller dans le trafic. C'est vrai que comme tu l'as dit, moi je dirais qu'il est un peu plus, ses pas sont plus marqués. Quand il a le ballon dans l'espace aussi, il est capable de gagner pas mal de yards, mais par rapport à Hightower, ouais, tu as raison. Il est beaucoup moins fluide. Et d'ailleurs, ça s'est vu, j'ai regardé son test d'agilité au combine, il est dans les 8%. C'est-à-dire qu'il est dans les 8 plus mauvais pourcents des receveurs en test d'agilité. Donc ça confirme ce que j'avais vu en regardant les quelques vidéos qui étaient disponibles. Et comme Hightower, il peut aussi contribuer en retour de kick-off. Donc je pense que les deux vont se battre pour une place dans le roster. Alors là, attention, mesdames, messieurs, il faut savoir que Victor Roulier nous a envoyé des dizaines, des centaines de SMS ou de WhatsApp pour nous dire « Il faut Prince Tega Wanogho ». On lui répond « Mais écoute, oui, mais il était blessé. » Non, 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 non. Il mettait les smileys rouges, les têtes de diable. Il n'était pas content, il le voulait. Et il l'a annoncé. Il nous a dit « On arrivera à choper Wanogho. Il va se passer un truc. » Et bim, qu'est-ce qui arrive en position 210 6e tour, incroyable. Ce garçon est drafté, Victor, par les Eagles de Philadelphie. C'est ça, j'avais prévu lui et Benjamin Eno, si je me rappelle bien. Bon, pour Benjamin Eno, c'est loupé, mais ça fait déjà 1 sur 2. En effet, alors, Prince Wanogho, c'est très intéressant. C'est un tackle d'Auburn, donc coéquipier de Driscoll. C'est une ancienne recrue 4 étoiles qui était projetée vers le 2e, 3e tour. Et finalement, il a chuté assez sévèrement, parce qu'il s'est retrouvé en fin de 6e tour. Et je pense qu'il a chuté pour 2 raisons, je vais y revenir, mais déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'étais enthousiaste. Parce que la technique, ça s'apprend, le physique, ça s'apprend beaucoup moins. Et là, on a un monstre athlétique. Il a des longs bras, il est puissant, il a des mains violentes, il a une mobilité latérale qui est vraiment très bonne. C'est typiquement un tackle qui peut devenir un phénomène. Et en plus, c'est un tackle qui a progressé énormément, selon moi, entre 2018 et 2019. Donc, quand vous avez un joueur qui est un peu brut et qui doit apprendre, quand il a une telle progression d'une année sur l'autre, c'est que c'est un bosseur. C'est que c'est pas quelqu'un qui reste sur ses acquis, et du coup, on se dit, s'il était bosseur en université, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas en NFL. Il y a ce côté brut qui a pu faire peur à certaines équipes, notamment parce que on le sait, on va avoir une off-saison réduite. Donc le temps pour travailler avec des rookies va être réduit et ça va le desservir. En tout cas pour la saison 2020. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2021, 22, 23, il ne sera pas efficace. Pour moi, il peut devenir le vrai tackle remplaçant, le tackle remplaçant numéro 1, celui qui va jouer des snaps parce que les tackles gauche et droit ne joueront pas tous les snaps d'une saison. Et éventuellement un peu plus tard devenir titulaire. C'est une force de la nature. C'est différent d'un Malaita, parce que là je tiens un peu le discours qu'on avait à l'époque sur Malaita, sauf que Wanogho il a 25 titularisations à Auburn, donc c'est quand même un joueur qui a une grosse expérience. Et c'est un joueur de football américain en fait. C'est ça, c'est ça. Et dernier point, très vite, mais il a eu une blessure au genou, et je pense que c'est un peu global sur cette draft. Les joueurs qui ont eu des blessures ont beaucoup chuté parce qu'avec toute la période, le contexte, le coronavirus, etc., les médecins des clubs n'ont pas pu aller visiter tous les joueurs, n'ont pas pu se faire leur propre idée sur les blessures des joueurs et je pense que ça a fait peur à beaucoup de monde. Mais clairement, avoir un joueur qui a le potentiel, un potentiel de 2e, 3e tour au 6e tour, moi, je prends, même s'il y a un petit risque blessure. Au pire, on a perdu quoi, un 200e choix, c'est pas grave.
Et alors, on a récupéré Marquise Goodwin. On vous en parlait tout à l'heure, ce wide receiver des San Francisco 49ers, tradé par Howie Roseman. Tu parlais de blessures avec notre ami Prince Tega Wanogo. Alors, Goodwin aussi, il est souvent blessé. C'est Loïc qui va nous en parler. J'ai dit tout à l'heure, un peu vulgairement, qu'il était gratos. Gratos, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a baissé son contrat. Les chiffres ont été donnés. Il passe de 4 millions à 1,3 million. Il nous coûte pas très cher en pic de draft. C'est que du bonus en fait. Et il semble vouloir s'appuyer sur lui. Hein. Oui, puisque Doug Peterson a cité trois vétérans. Il a indiqué qu'il voulait s'appuyer sur les receveurs vétérans. Il en a cité trois. Il a cité DeSean Jackson, Greg Ward et Marquise Goodwin. Donc, ça veut dire, pardon, excuse-moi Loïc, je me permets, Greg Ward, ça veut dire que sa fin de saison dernière, on en parlait dans le premier podcast, et j'en parlais avec davantage d'enthousiasme, il a gagné sa place. Sinon, il n'est pas cité par Pederson à ce moment de la saison. C'est acquis. je pense que vu qu'on en a beaucoup parlé de l'intersaison, c'est sûr il a un très 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 gros avantage pour faire le roster. Et il devrait faire le roster. Oui, il le fera. Parce que c'est. Ouais. Bah, disons qu'en tout cas, par rapport à tous ceux qui ont failli, lui au moins, il était là quand il fallait. Et il nous a aidés. Pardon, on revient donc sur Goodwin. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, lâche-toi un petit peu. Allez, vas-y. Bah, Goodwin, c'est un peu le même profil que DeSean Jackson. C'est un joueur très rapide qui, quand il est sur le terrain, peut faire des gros dégâts. Mais après, le problème, c'est que depuis qu'il est en NFL, son problème, c'est qu'il n'est pas souvent sur le terrain. Puisqu'en 7 saisons NFL, il a fait une saison complète qu'une seule fois. Donc il accumule les blessures aussi. Donc là, on a accumulé un peu les receveurs qui se blessent. Donc peut-être à eux tous, ils vont faire un receveur sur toute la saison. J'exagère, mais on espère qu'au moins un fera une saison complète. Après, c'est vrai que aussi ce qui est marquant, c'est quand on regarde les quarterbacks avec qui il a joué depuis qu'il est dans la ligue. Il a joué avec AJ Manuel, Thaddeus Lewis, Kyle Orton, Tyrod Taylor, CJ Beathard et Jimmy Garoppolo. Donc on peut pas dire que ça soit des foudres de guerre non plus. Non, attends. Que quelques matchs en plus. Non les gars, non, vous allez pas... Là, non, attendez, non, excusez-moi. Vous êtes en train d'expliquer là maintenant que Garoppolo est pas un joueur de foot. Vous êtes en train de me dire que ce gars-là est pas un quarterback? Bah Garoppolo, moi la seule chose que je remarque, c'est qu'ils prennent des receveurs qui ne font que du yard after catch. Donc c'est mettre le ballon le plus vite possible dans les mains des receveurs et c'est eux qui font le boulot derrière avec les blocs. Donc c'est pas aussi dur. Garoppolo, ça reste un bon quarterback, mais il a eu que quelques matchs. Enfin, il a été tellement blessé à ces 2 dernières saisons que ça compte même pas dans la liste. Le meilleur quarterback avec qui il est réellement joué, c'est Tyrod Taylor. Donc c'est quand même pas... Tyrod Taylor est pas un mauvais joueur, hein, mais c'est quand même pas un foudre de guerre. C'est un game manager qui va éviter de prendre des risques. Hein. Donc c'est sûr qu'avec Wentz, qui aime bien prendre des risques et lancer profond, ça peut... ça va échanger. S'il arrive à rester en bonne santé. Les garçons, très court parce qu'on a beaucoup de choses encore à déployer. Puis on parle parce qu'on est enthousiaste. Mais les wide receivers, imaginons, ok, on fait un peu de foot fiction. Imaginons que les gars se blessent pas. On a un beau squad là. Et ben on gagne 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques de la NFL. C'est déjà une bonne nouvelle. On a une médaille d'or. Juste devant les Chiefs. Juste devant les Chiefs. Ouais. Ah ouais, non, mais là, on a un combat inégalable. Non, en vrai, je pense que la politique est la bonne. C'est de se dire que de toute façon, on multiplie les receveurs. Par exemple, Watkins et Hightower, en effet, ils sont en concurrence pour un poste dans le roster, mais l'autre, il sera en practice squad, et si jamais ça marche pas, il montera du practice squad au roster. Je pense qu'il y a un moment dans les 6e, 7e tours, t'en prends 4 ou 5, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont marcher, et tant mieux. C'est pas grave. Faut prendre des risques, faut tenter, et autant multiplier la quantité, on trouvera ceux qui performent, et voilà. Juste une précision, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant en termes de contrat. Je vais te demander, Victor, ils ont tous signé leur contrat déjà. Est-ce que par rapport à la place occupée dans la draft, il y a des contrats garantis? Parce qu'on l'a pas resitué en fait tout à fait cette histoire-là. Oui. Alors ils n'ont pas encore signé, et je pense que ça va prendre encore une fois un peu plus de temps vu le contexte. Selon les tours et selon on va dire le poste aussi, ça joue. Les contrats sont pas les mêmes. C'est vrai qu'on est un peu habitué au premier tour qui ont ce fameux 4 plus 1. C'est pour ça qu'on a toujours l'option du 5e tour, la fameuse option dont tout le monde discute. Après, sur un 6e, 7e tour, je vais te dire, c'est des contrats tellement minimes que
que en soi, ils signent, mais le jour où ils font pas l'affaire, ils sont cutés en 2 minutes. Donc, on va dire que ça aura pas un gros impact, surtout qu'on a une masse salariale intéressante. Par contre, cas inverse, s'ils font l'affaire, là c'est tout bonus parce que justement ils ont un salaire tellement bas qu'ils coûtent moins cher que des vétérans au minimum. Donc Ouais, c'est c'est ça. tout l'intérêt d'espérer d'avoir ces un ou deux ou trois de ces joueurs-là qui arrivent à faire le roster. Ça te permet d'avoir des joueurs pas très chers pendant 4 ans. Et tu peux même leur dire, je te double ton salaire et ça sera encore pas cher du tout. C'est l'avantage. Et on termine avec le dernier choix de la draft. C'est Casey Hill de Stanford. Bon là, on est vraiment au bout du bout là, hein. On allait toucher le sol, hein, au fond de la mer. On était vraiment dans la fosse. 7e tour, 233e choix. Dis donc, incroyable, un garçon athlétique. Incroyable, quelle surprise. Un garçon de Stanford, l'université d'Arcega Whiteside, donc forcément il va réussir. Non, je moque, mais Oh là là. je vais faire très vite parce que c'est vrai que c'est une fin de 7e tour. C'est un joueur très athlétique, mais bon, qui a un talent limité, qui est un pass rusher, hein, pur. Alors il sait faire que ça, faut pas lui demander de défendre la course. Il a un corps un peu hybride entre un 3-4-4-3, ce qui fait qu'au lieu d'être très bien dans un système, il est moyen dans tous les systèmes. Il a connu des blessures, il a 24 ans. Je pense que vraiment, s'il fait le roster, ça sera une grosse surprise. Mais en soi, bon, c'est un 7e tour. Donc on prend un risque, on voit ce qu'il donne au camp, et puis éventuellement, il donnera sa chance. Mais il y a quand même peu de chances qu'il fasse le roster. Voilà pour ces joueurs et cette présentation de la draft. Il est temps de passer au bilan. Ball is loose. It's Fletcher Cox who takes it in for an Eagles touchdown. Alors, beaucoup de choses. On a eu besoin de 2 podcasts, hein, pour vous faire cette draft. Ça rentrait pas dans un seul, non, c'était pas possible. Il en fallait 2. Alors, on va vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, les joueurs, évidemment, les postes, les stratégies, bref, tout ce qui nous a plu et déplu dans cette draft. Alors, Victor, tu parlais de linebacker, Loïc parlait de vitesse. Si je résume, hein, les épisodes précédents, on savait où était No Need, pardon. Qu'est-ce que tu as aimé? Je vais vous entendre positif, ça va être sympa, tiens, je vais vous entendre dire du bien. Mais j'ai aimé le 3e jour, et j'ai aimé l'idée de changer un peu de paradigme et de dire, voilà, les joueurs productifs en université, c'est bien, mais il y a un moment, et c'est vrai que c'était un peu le cheval de bataille de Loïc, et c'est un très bon point. On avait un effectif qui manquait de vitesse, qui manquait d'explosivité, donc autant recruter des joueurs qui apportent ça. C'est ce qu'on a essayé de faire. Encore une fois, j'ai dit, le physique, ça s'apprend pas, la technique, ça s'apprend, donc on verra comment ça marche, mais j'aime bien l'idée de prendre plusieurs joueurs qui peuvent éventuellement être un beau potentiel, et puis il y en aura un ou deux qui marchent, et puis ça sera déjà très bien. J'ai aimé cette stratégie, et je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Loïc? Bah, comme Victor, sur les points qu'il a abordés, moi j'ajouterais forcément Rigor au premier tour, hein. C'était mon chouchou, donc j'en suis content bien évidemment. Les multiples chances aussi sur les joueurs de ligne offensif, parce qu'on sait qu'on a un très bon coach de position, donc autant lui donner là des profils en plus super athlétiques, il va se régaler. Donc s'il y a vraiment un coach de position pour lequel j'ai confiance, c'est lui. Donc ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années le développement de ces joueurs-là. Moi, j'ai aimé la cohérence de cette draft. On en a longuement parlé dans l'épisode 3. Je vous ai expliqué l'ADN de Philadelphie, l'ADN de la ville, du club, d'où le fait que j'étais pas choqué du choix de Jalen Hurts en 2e position. Je reviens pas dessus. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sur ce que j'ai vu, en tout cas en vidéo, les choix de Kevin Wallace. Et donc, je me suis laissé séduire, Victor, par Prince Tega Wanogho, parce que je trouve que c'est un pari pas si risqué que ça. Le garçon, quand même, a priori, va pas avoir le genou qui va s'effondrer au premier match. Je dis ça, je veux pas lui porter la poisse, mais il n'y a pas de raison. Et je crois énormément en Kevin Wallace. Je trouve que là, c'est peut-être... On se rend pas compte à quel point ça peut être l'énorme coup aussi de cette draft. J'ai une très belle confiance en lui et un peu plus mesuré également parce qu'il ne faut pas s'enflammer non plus à chaque joueur. Mais j'aime bien le profil d'Hightower. Donc je trouve que nos 2 premiers choix sont pas si mal, en tout cas moins catégoriques que vous. J'aime énormément le Détroit et j'aime particulièrement ces 2 joueurs qui ont tout pour devenir très rapidement et pas seulement rapidement des titulaires. On est d'accord ? Oui, je pense que globalement, on se rejoint là-dessus.
Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas aimées et il me semble que c'est le pic 53. Je sais pas, je propose. Hein. Oui, alors forcément, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît qu'au deuxième tour, on a pris un quarterback. Il paraîtrait même qu'on en a Ah bon? parlé dans l'épisode numéro 3. Donc, petite publicité pour l'épisode précédent. Si vous voulez notre avis détaillé, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 3. Non, c'est vrai que ce choix du quarterback, on va pas y revenir encore, mais m'a étonné. Surtout, ce qui m'a un peu plus chagriné, c'est qu'on n'ait pas renforcé la ligne défensive avant le septième tour. Je pense notamment au defensive end, où il y a un besoin de profondeur. Graham et Barnett, c'est bien, mais j'aurais aimé voir un troisième joueur qui arrive dans cette rotation. Et l'autre point, et là encore, ça a été discuté dans l'épisode précédent, mais c'est la communication. On a encore eu des nouvelles interviews de Will Roseman entre le moment où on a enregistré et aujourd'hui. Faut vraiment qu'il arrête de faire des interviews, c'est plus possible. Plus ça va, plus il s'enfonce dans sa com. Il y a un moment, assume ton choix, tu dis voilà, je voulais un quarterback, basta. Mais n'essaye pas de justifier encore et encore en tirant des ficelles toujours plus grosses. Donc voilà, faut à un moment qu'on arrête en communication de faire n'importe quoi. Loïc? Bah ouais, comme j'ai pu envoyer plusieurs fois à Victor, hein, faites-le taire. Oh oui, tais-toi, c'est bon. Va, retourne travailler. Arrête de changer d'explication à chaque interview, c'est insupportable. Donc moi, j'ai pas aimé le deuxième jour dans sa globalité, hein, parce que au final, c'est pas trop qui on peut espérer soit titulaire assez rapidement. Donc ça fait beaucoup de projets. J'ai pas l'impression qu'on ait tellement renforcé le roster. On a pris beaucoup de chance au troisième tour et ça c'était bien, mais au deuxième jour, j'ai pas trop compris la logique. Et après, alors c'est pas que j'ai pas aimé, mais du coup je me demande aussi si on n'est pas allé trop dans l'extrême sur les profils athlétiques. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On était dans l'extrême, on regarde la production et on s'en moque un peu du profil athlétique, à on prend des joueurs qui sont athlétiques. Peut-être qu'il y avait plus un juste milieu un peu plus à trouver, mais on verra bien, hein. De toute façon, la vitesse était nécessaire, donc ça. Et pour ajouter, moi, je regrette qu'on n'ait pas pris un cornerback aussi à développer, un jeune. Parce qu'au final, on n'en a pas dans le roster, hein. Un peu déçu. Ouais, je vois que tu es un petit peu déçu. Bah, c'est la contrepartie de mon optimisme. C'est-à-dire que je suis content de ce qui s'est passé dans l'ensemble. Hein, je pense que vous l'avez compris. Je trouve que les needs ont été bien acquis, ont été comblés. En tout cas, il y a pas de trous colossaux. On avait besoin de wide receiver, il y en a dans la draft. On avait besoin de cornerback. On en a pris un qui fait partie du top 5 de la ligue. Je trouve que vraiment, dans l'ensemble, ça a été bien géré. Je comprends hein, qu'on parle de tout, mais vraiment, quand on fait le bilan, là où on était faible, on est devenu un minima pas mal. Et même fort. Maintenant, voilà, la contrepartie, ça rejoint un tout petit peu ce que disait Loïc. C'est quand tu prends des joueurs explosifs, quand tu prends des joueurs qui font des big plays, qui peuvent être des playmakers, bah, tu prends pas des joueurs qui seront toujours réguliers. Alors peut-être que tu auras des trous par moment parce que les mecs, s'ils sont brillants, ça veut dire que par moment, ils seront un petit peu défaillants. Voilà, donc ce sera aux vétérans d'être solides. Il faut pas oublier quand même qu'on a une équipe qui a fait les playoffs de manière hallucinante avec que des joueurs au-delà de la réserve. Limite, Victor aurait pu jouer. Donc vraiment, je vous assure, on est une équipe de playoff. On a gagné la division avec cet effectif-là et cet effectif est renforcé. Donc, ok, il y aura des trous, mais dans l'ensemble, ça me plaît. Allez, rapidement, qu'est-ce qui nous reste à faire? Parce que la draft, c'est une étape. Là, il va falloir recruter encore. Il va y avoir encore des trades. Il y a des joueurs qui sont arrivés non draftés. En quelques mots, chacun, une petite synthèse de ce qui nous attend. Moi, je vais commencer. J'ai quatre idées claires. C'est le recrutement d'un defensive end, parce qu'il faut un joueur pour étoffer le comité. Le recrutement d'un safety qui peut jouer, qui peut défendre des passes profondes. Ça me paraît vraiment important. Le recrutement d'un running back puissant, parce qu'il faut un running back puissant pour aider Mike Sanders, parce qu'il ne pourra pas non plus prendre 30 courses par match, et instaurer une hiérarchie en cornerback. Il y a trop de cornerbacks dont plus personne ne sait qui est numéro 2, numéro 3, numéro 4.
Évidemment, bon, Grégory défendra son poulain Razul Douglas pour être numéro 2. Mais... Arrête, non, parce que les gens vont croire que c'est vrai, peut-être, alors que c'est faux. Hein. Mais vous pouvez lui envoyer un maillot. Mis à part Grégory qui pense que Razul Douglas est un All-Pro et devrait même être devant Darius Slay, je pense que la vérité est qu'à un moment, il faut qu'on tranche. Soit c'est Sidney Jones, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il faut que la hiérarchie soit plus claire. Non, je suis d'accord. Non, vraiment, j'insiste. Hein, je suis très premier degré sur ça. Ne me parlez pas de Douglas. Hein. Vraiment, c'est celui qui m'a presque fait le plus pleurer cette saison. J'en pouvais plus de prendre ses passes de 20 yards qui arrivaient avec son regard. Ah là là, vous le voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce regard? Vous les avez vus ces matchs-là? Ben, c'était toujours pareil. Donc, c'était insupportable. Vikings, mais effectivement, t'as raison. Il faudra trancher. Tu vois autre chose, Loïc? Moi, je rajouterais peut-être un middle linebacker, puisque au final, dans le roster, j'ai l'impression qu'on en a qu'un. C'est TJ Edwards. Donc, peut-être amener un vétéran ou... Je sais que certains voudraient que Bradham revienne. Moi, je suis pas trop pour parce qu'il est vieux et qu'il joue pas en special team et qu'il est lent. Et surtout, il a été mauvais l'année dernière. Mais si on peut trouver un vétéran qui peut jouer en special team et après, je voudrais juste ajouter un dernier point. Excuse-moi, Grégory. Non, parce que je vois de quoi tu veux parler, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, et il me semble que ça te tient à cœur. Je veux reparler de la déclaration de Doug Peterson quand il a parlé des vétérans receveurs. Ce qui est notable, c'est qu'il n'a pas du tout mentionné Alshon Jeffrey. Donc, au vu du recrutement, je pense que bye Alshon cet été ou peut-être en début de saison, il va attendre de voir si une équipe n'a pas besoin d'un receveur pour essayer de le refourguer et économiser 10 millions de dollars sur le cap l'année prochaine. Mais de toute façon, je pense pas qu'on puisse le cutter tout de suite à cause de sa blessure. Je pense que de toute façon, il y a des histoires de délai à chaque fois, qui est un peu un truc hypocrite. Mais enfin, le fait est que... Là, je pense qu'il lui, il rentre pas dans ce cas-là parce que son salaire est totalement garanti. Donc de toute façon, il va le toucher. T'as raison. Donc, oui. T'as raison, de toute façon, ça change rien. Non, c'est juste que là, de toute façon, le couper tout de suite ou le couper dans 2 mois, ça changera rien vu que tout le monde est confiné. Donc autant attendre, voir s'il n'y a pas une opportunité de le trader et d'économiser l'argent. Parce que même s'il est devenu très lent, il est quand même capable d'aller chercher des ballons assez hauts comme peu de receveurs de la NFL et de vous faire gagner quelques yards bien intéressants. On va pas tout lui mettre sur le dos quand même. Surtout qu'on n'est pas sûr qu'il soit la taupe. C'est soit lui, soit Jenkins. Votez A, votez B et évidemment le SMS est payant. Il est pour nous. Oui, moi je suis d'accord. Je rajoute le running back puissant. Je suis complètement d'accord avec Victor. J'ai très hâte de voir qui ils vont aller chercher parmi les vétérans. Et ça m'excite un peu cette recherche parce que je pense qu'il y a quelques coups sympas à faire. On termine maintenant parce que c'est le 4e podcast, on a pris notre rythme de croisière, la draft est passée, on se retrouvera un petit peu plus tard pour les prochains podcasts. On va voir comment ça a évolué parce qu'on est comme vous, encore confinés. Les joueurs aux États-Unis sont dans la même situation. C'est compliqué pour tout le monde. Vous voyez en Europe à quel point le sport professionnel est atteint. Aux États-Unis, c'est une autre doctrine. Je parlais tout à l'heure des audiences et c'est vrai qu'ils ont très envie, au contraire, d'occuper les téléspectateurs américains et donc de renvoyer sur le terrain les sportifs sur les parquets ou sur les pelouses. Nous, c'est un autre état d'esprit en Europe, une autre façon de voir les choses, une autre culture évidemment. On se retrouvera quand même assez vite pour un prochain podcast. Je peux compter sur vous, les gars. Oui, tout à fait. C'est pas un secret. On discute beaucoup entre nous. On a déjà quelques idées de podcasts pour vous accompagner, parce qu'en effet, là, en mai, juin et juillet, il va pas se passer énormément de choses. Mais du coup, on a quelques idées pour agrémenter les choses, que ce soit sur le passé des Eagles, que ce soit sur la conférence et la manière dont on juge nos concurrents. Donc on a plein d'idées et on va mettre ça en pratique. On va dire beaucoup de mal, Loïc, et on va dire beaucoup de bien dans les prochains podcasts. On est d'accord? Il y aura de l'émerveillement et il y aura un tout petit peu de je t'ai cassé. Ouais, je crois qu'on va reparler peut-être aussi de Will Roseman. Donc, En bien. Oui, en bien, oui, bien sûr. Voilà pour ce podcast numéro 4 de Podcast Fly. Ça a été un plaisir de vous accompagner pour parler des Eagles et de débriefer cette deuxième partie de la draft. Merci Loïc, merci Victor. Merci Grégory. Merci beaucoup. À très vite pour reparler des Eagles de Philadelphie. Salut à tous. With the 53rd pick in the 2020 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jalen Hurts, quarterback, Oklahoma.